Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sphère pour la première fois. Bilal Shkitou, ça faisait longtemps qu'on voulait la faire cette interview. Ouais, grave. Et là, ça y est. Bon, alors déjà, quelles sont tes actus? De quoi tu as le droit de parler? De quoi j'ai le droit? Prochain combat le 25 février. Un combat en 6 rounds à Charleville-Mézières. Voilà, on revient dans une... On n'est pas en main event. Mais voilà, un petit combat de 6 rounds pour revenir sur une victoire et reprendre un peu la confiance. Et un film documentaire qui sortira sur Bein Sport le 2 février. Où le réalisateur suit moi et 2 autres boxeurs, Rima Yadi et Dylan Charat. Donc voilà, petite actu. Et aussi le 4 mars, j'organise avec mes frères au Maroc un gala de boxe anglaise. Donc voilà, actu chargée, mais j'ai une question. Voilà, donc tu vas revenir. Donc Charleville-Mézières, on est loin du wildcard boxing quand même. Ouais, ouais, clairement. Mais voilà, c'est savoir se faire petit, revenir avec de l'humilité. Et travailler, tu vois, mais c'est pourquoi ça, savoir se faire voilà, alors là directement on va aller dedans, tu vois. Par exemple, donc, je vais pas faire de comparaison qu'on pas lieu d'être, mais tu vois, Cyril Gane, il a son combat pour le titre contre Francis, il perd, il revient, c'était très très chaud à l'UFC Paris, main event direct. Il y a pas ce côté je vais me faire petit en boxe. J'ai l'impression, tu vois, là j'ai entendu les interviews de Tony Oka après sa défaite, il était en mode j'ai envie de disparaître, tout ça. Pourquoi est-ce que quelque part t'es en train de te dire je dois me faire petit alors que t'es toujours une star, les gens t'attendent toujours? Ouais, non, en fait c'est plus par rapport à moi là pour le coup. Okay. Mais c'est vrai que sur la boxe en général, on a un peu ce côté-là de revenir si on est sur une défaite, de revenir par la petite porte entre guillemets. Ouais. Mais moi c'est vraiment par rapport à moi, vraiment se refaire une introspection, tu vois, et revenir aux sources un peu. Et voilà, après on m'a proposé ce combat-là, j'ai accepté parce que je me suis dit que fallait attendre encore d'autres opportunités, et si j'attends un gros combat, il va venir sûrement en fin d'année 2023. Donc je préférais boxer rapidement. Après il y a le Ramadan qui arrive. Moi le Ramadan je suis pas trop actif, je m'entraîne mais je boxe c'est pas. pas la même intensité. Voilà, c'est pas la même intensité. Donc voilà, je reviens en sous-carte, en co-main event je pense, et voilà, ça va faire du bien quand même. Et justement, comment tu gères le côté attendre qu'il y a des gens auprès de toi? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi peut-être qui te connaissent, mais qui connaissent pas forcément, enfin qui connaissent en tant que personnalité, ouais, mais pas ce que tu fais. Et là de te dire je reviens dans quelque chose de plus confidentiel. Comment je le gère? Ouais. Franchement, c'est vrai que j'ai une certaine image et qu'il y a du monde qui me suit, tout ça, mais j'essaye de faire abstraction de tout ça, moi, tu vois. Je suis vraiment focus dans mon truc, j'essaye de décevoir le moins de personnes possible, c'est normal, et surtout mes proches. Mais je suis vraiment dans mon truc, focus, et voilà. Après il y a des déceptions et le plus dur c'est de se décevoir soi-même, tu vois, comme sur mon dernier combat où c'est moi où j'ai été le plus déçu, tu vois, mais voilà, c'est se relever et avancer et faire abstraction de tout ça en fait, tu vois. Et personnellement, moi j'ai donc là tu restes sur 2 rouges malheureusement, mais j'ai pas été déçu dans le sens où tes 2 derniers combats t'avais jamais affronté des adversaires de ce type là, enfin c'est 2 combats où c'était en mode on va savoir qui t'es en termes de combattant, tu vois, parce que t'as pas eu, en vrai, je trouve, de sas de décompression en mode, on va y aller step by step. T'as enchaîné, t'étais invaincu, et c'était direct, maintenant on fait une ceinture, on va au UK, ensuite David Papo, après, c'était plus d'1 an, je crois. C'est ça, donc en plus, tu vois, tu prends vraiment le temps, tu reviens direct un gros choc. On peut pas te dire que c'était des choix faciles aussi. C'est vrai que pour Eggington en Angleterre c'était un gros challenge, un gros défi. On sortait du Covid donc c'était un peu compliqué, donc j'ai tout de suite accepté. C'était pour une belle ceinture. Pas déçu de la défaite, pourtant c'était ma première défaite. Pas déçu parce que le combat il était beau et j'en sors grandi, tu vois. Déçu du combat contre Papo parce que je m'attendais à mieux de ma part, même si les gens ils ont apprécié le combat, ça a fait un beau combat, tout ça, mais oui c'est clair que c'était 2 gros combats et voilà, je voulais pas perdre de temps en fait, tu vois, je voulais pas perdre de temps, et là je reviens avec un combat de 6 rounds pour repartir aussi très rapidement, tu vois, et après avoir peut-être une opportunité de ceinture en fin d'année. Et là le fait justement de revenir face à un adversaire, enfin je pense que là ça devrait pas durer très longtemps contre ton adversaire au mois de février. J'espère. Est-ce que... oui. Spoiler alerte, voilà. Est-ce que t'as pas aussi ce côté... Parce que t'aurais pu avoir cette approche-là. Moi, c'est ce que je m'étais dit, en fait, quand t'as accepté le combat contre David Papo. Aujourd'hui, t'es débarrassé. Parce qu'on sait qu'en boxe anglaise, par rapport au MMA, par exemple, le fait d'être invaincu, c'est hyper important. Grave. Là, t'avais perdu ce 0, mais face à un des combats de l'année,
tu pouvais te dire, moi ce que je m'étais dit c'est, là il y a 2 défaites, mais tu peux peut-être devenir quelqu'un qui, on s'en fout, victoire-défaite, mais tu vas prendre tout le monde. Ouais. Là c'est quoi en fait? C'est de se dire repartir sur une série de victoires? En fait, ouais, t'as cerné le truc. Moi, j'ai passé ce step-là. Et moi, maintenant, ouais, je boxe tout le monde en vrai. Tu vois, parce que, comme je l'ai dit dans une ancienne interview, je prends l'exemple du MMA. Au MMA, tout le monde se boxe et il faut que nous, les boxeurs français, bah, on accepte de se boxer et c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Et du coup, là, ouais, bien sûr, je reviens avec ce combat-là parce qu'il faut reprendre en confiance et remonter sur le ring rapidement et avoir une opportunité. Un gros combat, ça prend du temps en anglaise, donc forcément, c'est plus simple de faire un 6 rounds contre un adversaire étranger. Mais ouais, là, je suis parti pour boxer tout le monde, tu vois. Et lors de ton dernier combat, qu'est-ce qui t'a dérangé en fait? Où tu dis, t'es pas par rapport à la première défaite, où là t'en as tiré beaucoup là Bah pour moi c'était un jour sans sur le ring parce que j'ai pas mis en place ce que j'avais mis en place à l'entraînement. J'avais fait une grosse préparation en sparring contre les gauchers, j'étais super bon, tu vois. Après j'enlève à rien à la performance de David qui a fait une super performance et que c'est un super boxeur, tu vois. Mais moi ce soir-là, bah j'étais pas moi, tu vois. Et après voilà, tu peux être bon en sparring, tu vois, j'ai été très bon dans les sparring à Los Angeles et tout, mais il faut être bon sur le jour du combat, tu vois. Et pour moi, j'ai pas été bon, même si voilà, j'ai eu des bons retours, tout ça. Mais voilà, c'est pas grave, on apprend, on avance, tu vois. Et là maintenant, justement, est-ce que tu as changé, parce que j'ai vu tes vidéos réactions après ce combat-là, est-ce que tu as changé de cap aussi par rapport à ta carrière, à tes entraînements, à tes objectifs aussi long terme? Non, ça a rien changé en vrai parce que en termes de classement déjà sur BoxRec j'ai pas pris une frappe, tu vois, au contraire je suis bien classé, je suis 39e mondial. Ouais, ça a rien changé en vrai, c'est juste qu'il faut être plus actif, faut boxer plus souvent. Tu vois, comme tu as dit, j'ai mis 1 an et demi avant de reboxer après Eggington. Je pense qu'avant Papo, j'aurais dû peut-être faire un combat de 6 ou 8 rounds pour voilà, le ring ça ment pas, tu vois. C'est pas comme un sparring ou à l'entraînement. Quand tu montes sur le ring, il y a la foule, il y a l'adrénaline. Donc, faut être prêt et rien ne change en vrai, tu vois. Faut juste s'entraîner et avancer, tu vois. Et dans ces 2 combats, pour toi, même si c'était des choses différentes, qu'est-ce qui t'a manqué le plus? Et qu'est-ce que, aujourd'hui, peut-être tu as des certitudes où tu te dis, si j'avais fait ça, ça aurait été différent? Contre Eggington, franchement, avec ma team, on en a discuté. Je pense qu'il m'a rien manqué parce que j'ai tout donné, tu vois. J'ai vraiment tout donné et je suis parti au bout de mes limites. Après, peut-être un peu plus de stratégie sur le combat, d'intelligence, mais j'avais pas assez d'expérience à ce moment-là, tu vois. Il avait plus d'expérience que moi. Contre David, bah plus d'agressivité. J'étais pas, comme je t'ai dit, hein, la tactique c'était être très agressif et lui mettre la pression et je l'ai pas assez fait. Après j'ai eu face à moi un boxeur très intelligent, donc voilà, c'était pas facile, c'est facile à dire, mais à faire c'est dur, tu vois. Ouais. Et le combat au UK, justement, parce que c'est vrai que ce combat c'était une vraie guerre. Ouais. Est-ce que ça t'a fait aussi du bien de te dire, je peux aller là, je peux puiser autant dans mes réserves pour un combat de cette envergure? Ouais, clairement. Parce que quand on s'entraîne, on s'imagine une douleur qu'on n'a jamais ressentie en vrai. Et là, la douleur, je l'ai ressentie. Tu vois, contre Eggington, maintenant quand je m'entraîne, je me dis, hey, tu te rappelles les 2 derniers rounds contre Eggington, c'était vraiment dur, tu vois. Et bien sûr, j'en suis sorti, mais avec une grande confiance en moi, même s'il y a la défaite, comme je t'ai dit, défaite sur décision partagée, donc c'est cool, tu vois, en Angleterre, chez l'adversaire. Et je me suis dit, ah ouais, j'ai sorti ce combat-là, tu vois. Sur le moment, je ne m'en rendais pas compte. C'est quand j'ai revu le combat à la télé, là, je me suis dit, ah ouais, ok. Et bien sûr, ça met de la confiance, tu vois, l'adversaire, il était solide. Donc tu te dis, ah ouais, t'es capable de faire ça. Donc, et comme je l'ai dit, en termes d'adversité, je pense pas que je vais rencontrer un combat aussi dur. En termes d'intensité, c'était vraiment intense, c'est vraiment spécial ce qui s'est passé ce jour-là, tu vois. Donc on en sort grandi. Et là, niveau organisation, qu'est-ce qui va se passer pour la suite, justement, pour toi? Est-ce que tu vas faire peut-être un move full États-Unis, rester en France? Il y a aussi les combats potentiels, enfin très certainement au Maroc. C'est quoi le plan? Le plan, ouais, c'est ça, c'est de bouger entre les États-Unis et le Maroc, parce qu'au Maroc, il y a mon grand frère Rachid, qui m'a appris la boxe, hein, on va le dire clairement. C'est lui, au-delà de tous mes entraîneurs que j'ai eu, au-delà de Freddy Roche ou Eric Tormos, c'est vraiment Rachid qui m'a
qui m'a montré toutes les billes et tous les stratégies à mettre en place. Donc voilà, là repartir au Maroc, retravailler avec mon frère, réajuster, et après en termes de sparring et en termes d'entraînement aussi, j'ai ce qu'il faut à Los Angeles avec Freddy, donc ouais, alterner entre les deux. Là pour le combat du 25 février, Freddy ne sera pas là parce que c'est pas un big fight, tu vois, donc je vais pas le faire déplacer jusqu'à Charleville-Mézières, tu vois, donc le choc des cultures. grave, même s'il kiffe la France, tu vois. Mais voilà, ça va être plus ça, mon organisation Maroc, États-Unis. Et puis justement, en soi, faire venir Freddy Roach jusqu'à Nantes, c'était assez fou. Comment ça s'est fait? Et puis mine de rien, ça veut dire aussi que je pense qu'il t'a en haute estime, ou en tout cas qu'il se dit il y a du très gros potentiel avec toi. Ouais, franchement, la rencontre avec Freddy, elle est juste incroyable. Moi, j'étais parti à Los Angeles pour faire des sparring, tu vois, mais faire le tour des salles en fait. Et j'ai dit, le premier jour, on va aller dans la salle à Freddy Roach, tu vois, c'est obligé. Donc coach de Manny Pacquiao et aussi de Georges Saint-Pierre. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, pour les plus connus. C'est l'un de ses meilleurs amis, il m'a dit, tu vois. Après, il a entraîné Oscar de la Hoya, Tyson Fury. Et du coup, j'arrive dans la salle, il y a la manageuse et on lui dit, voilà, moi je veux m'entraîner. Elle me donne les tarifs, parce que là-bas tout est payant. Elle me donne les tarifs pour s'entraîner en solo ou s'entraîner avec un entraîneur. Je dis non, moi je veux mettre que les gants. Tu vois, je veux pas d'entraîneur, j'ai pas besoin, je veux juste mettre les gants. Elle me dit, ah d'accord. Là, elle prend mon CV, elle prend le box rec, elle regarde. Et après, elle me dit, tu reviens à 17h et ça va être Freddy qui va t'entraîner, tu vois. Moi, dans ma tête, je me dis, mais non, c'est Freddy Mercury, tu vois. C'est pas Freddy Roach, c'est impossible. Et après, on revient à 17h et Freddy, il était là. Il s'est occupé de moi, il m'a fait des pattes d'ours. Et après, il m'a fait visiter la salle du bas, qui est la salle un peu plus privée. Et de là, moi, je dis à mon pote, est-ce que tu peux leur dire que, comme je parlais pas très bien anglais à ce moment-là, il me dit, est-ce que tu peux leur dire, je lui dis, est-ce que tu peux leur dire que je reviens, je vais m'entraîner que là, finalement. Et comment ça se passe, tu vois, en termes de paiement et tout. Et là, à ce moment-là, il fait la traduction et Freddy fait un signe à la manageuse de la main en disant non, genre, tu vois, il paye pas, tu vois. Et là, elle me dit, finalement, vous allez pas payer, et venez tous les jours à midi, et voilà comment ça va se passer. Et après 3 semaines, j'ai fait comme ça, et je suis revenu. De là, je suis devenu son boxeur, tu vois, il m'a pris entre ses mains. Sur le tableau de tous ses boxeurs, il y a mon nom. Tu vois, donc c'était ouf, c'était vraiment quelque chose de spécial. Même moi, j'ai pas compris comment ça se fait, tu vois. Et pourtant, il envoie passer des boxeurs là-bas. Et après, quand je leur ai fait la proposition du combat, je leur ai dit, voilà, j'ai cet adversaire-là, cette proposition-là. Il a tout de suite accepté. Il m'a dit, on va se préparer pour. Et après, il est venu à Nantes, du coup, et c'était ouf, tu vois. C'était vraiment un événement. Et juste d'avoir lui dans son coin, tu vois, ça te donne de la confiance. Tu sais qu'il a eu des champions du monde. Et après la défaite contre Papo, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est pas un problème. Tous mes boxeurs, ils ont des défaites et ils ont été champions du monde, tu vois. Donc juste ça, déjà, ça te fait du bien moralement, tu vois. Et t'as vu la différence entre ce gym qui est iconique aux États-Unis et là où tu t'entraînes en France? Ou est-ce que c'est finalement juste une question de coach, ou même en termes, je sais pas moi, de staff, de la manière dont t'es traité, c'est le jour et la nuit? En fait, ouais, le truc qui change, c'est que eux, déjà, ils sont là de 9h à 20h, tu vois. Eux, c'est une salle à but lucratif, tu vois. C'est pas une association. Voilà, c'est pas une association, c'est ça qui fait la grosse différence. Et après, ouais, bien sûr, lundi, mercredi et vendredi, j'ai les sparring. Lundi, mercredi, vendredi, ils me font les bandages pro, tu vois. Les bandages que je fais que quand c'est les combats d'habitude. Bandages pro lundi, mercredi, vendredi, je payais pas, tu vois, alors que les bandages pro c'est payant là-bas. T'as quelqu'un qui te donne à boire à chaque fois. C'est comme si t'étais dans un centre de formation en club de foot, tu vois. J'ai vraiment ressenti ça. Et ouais, il y a une grosse différence quand même. Il y a une grosse différence par rapport à la France, même si on n'enlève rien à la France, hein. On a de très bons formateurs, de très bons entraîneurs, mais les moyens là-bas sont différents, tu vois. La salle du haut, c'est la salle publique. Un round de leçons avec n'importe quel coach, hein. Pas avec Freddy Roach, c'est $10 le round. Ah oui. Tu vois, c'est juste pour t'expliquer, tu vois. Ici, tu vas dire à une personne, ouais, c'est 10 € le round de pâte d'ours, mais il va dire, mais tu vois, la culture elle est différente. Ok. Ouais. Mais finalement, t'as apprécié ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah oui, parce que moi j'ai grandi dans le monde de la boxe, je suis un passionné et je sais que c'est comme ça, tu vois. Mais c'est dur à instaurer ça en France, tu vois. Et c'est normal en vrai.
Mais bien sûr, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé tous les moments là-bas, dans la salle. Je voulais plus quitter la salle, tu vois. Et là, tu prévois d'y retourner ou pas? Ouais, là pour la prépa, je fais ma prépa au Maroc avec mon frère. Comme je t'ai dit, vraiment faire des petits réajustages. Voilà, exactement. Après, ça a un coût aussi d'aller à Los Angeles, tu vois. Même si je paye pas les entraînements, je dois payer le logement, le voyage. Donc c'est très cher aussi le logement là-bas. Donc je repartirai, peut-être sûrement après le Ramadan, peut-être en avril ou mai, tu vois. Ouais. Ok. Et là, pour la suite, est-ce qu'il y a des adversaires en soi où tu te dis je rêve de les affronter, que ce soit en France ou même à l'étranger? En France, c'est compliqué parce que, comme je t'ai dit, en termes d'organisation, c'est dur. On se connaît à peu près tous. Quand tu dis c'est dur, c'est dans le sens financièrement, mettre ça en place, le public vienne aussi ou pas que le public vienne, mais mettre ça en place, ouais. Okay. C'est compliqué parce que les organisations, voilà, on le voit avec les gros combats, c'est dur à mettre en place. Même si moi je suis partant, des fois c'est le camp adverse qui sera pas partant. Et comme je t'ai dit, on se connaît un peu tous, donc il y a des affinités. Okay. Donc c'est dur de se taper dessus. On va se taper dessus s'il y a vraiment de l'argent à prendre, tu vois. Donc en France, pas forcément de tête j'ai pas de nom en tête. Après à l'échelle internationale, il y a des boxeurs qui nous font rêver. Maintenant faut travailler pour arriver à ce niveau là, tu vois, et à boxer ce genre de nom là, tu vois. Quand je dis ça, je pense aux champions du monde de ma caté ou les meilleurs mondiaux, tu vois. Il y en a plein, mais faut bosser, voilà, avant de prétendre pouvoir les taper, tu vois, faut un peu de temps. Et tu te dis ça d'ici quand? Est-ce qu'aujourd'hui, ça justement, ça fait partie de tes objectifs? Tu t'es dit, d'ici 2-3 ans, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que, ouais, clairement, c'est vraiment ça. D'ici 1 an, 2 ans, voilà, prendre ce genre de risque-là et de challenge-là. Après, il faut avoir l'opportunité, encore une fois. Parce que la boxe, même si on est bien classé, on n'est pas sûr qu'ils nous donnent notre chance et notre opportunité. Ils vont peut-être préférer donner l'opportunité à un Américain. Comme ça, la ceinture, par exemple, elle reste aux États-Unis. Voilà, c'est très... Et t'as eu des difficultés, toi, pour avoir des combats ou pas? En France, au global dans ta carrière? Non, ça va. J'ai eu beaucoup de propositions, dû à l'image et au fait que je ramène du monde, que ce soit en France, il y a du monde qui me suit et qui vient au fight. Et après, à l'échelle internationale, voilà, on m'a proposé Eggington parce que j'étais bien classé et aussi parce que, voilà, en termes d'image, je pense que j'étais, entre guillemets, bankable, mais voilà, faut jouer sur ça, faut jouer sur l'aspect sportif, faut être bon sur le ring et faut être aussi bon sur le côté image, hein. Je sais qu'il y a des boxeurs, des combattants d'MMA, on leur a fermé la porte de l'UFC parce qu'ils n'avaient pas assez d'abonnés ou parce que on est dans ce monde-là aujourd'hui, tu vois. C'est triste, hein, mais ça fait partie du jeu. Tu vois, moi je me mets à la place des promoteurs, ils préfèrent faire boxer deux personnes qui vont leur apporter de l'argent, tu vois, c'est du business. Et on sait à quel point c'est important, parce que, oui, toi, tu as des portes qui sont ouvertes grâce à ça, pour tout le monde d'ailleurs, dans les sports de combat, enfin même au global, je veux dire, nous, s'il y avait 0 follower, oui, exactement. Tu serais, les gars, il y a 15 mecs qui veulent m'avoir en interview, même si je vous aime bien, voilà. C'est ça. Et est-ce que... et pourtant, j'ai l'impression, je sais pas si c'est que en France, mais tu vois, il y a pas mal de gens qui comprennent pas, en fait, pourquoi est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux et pourquoi ça fait partie aussi de ton job. Faut que tu fasses le boulot dans le ring, mais aussi en dehors. Ouais, bien sûr. On est critiqué. Moi, j'étais le premier à faire des vidéos un peu barjo, un peu décalé ou quoi, et ouais, bien sûr, t'as des gens qui comprennent pas, qui vont te critiquer, qui vont te dire retourne à la salle ou gagne tes combats au lieu de faire des vidéos, tu vois. J'en vois passer des centaines des commentaires comme ça, mais ça fait partie du truc, encore une fois, tu vois. Et je laisse parler parce que moi je m'en fous déjà des critiques, mais sans ça, encore une fois, sans les réseaux sociaux. Je prends souvent l'exemple de Ryan Garcia, qui pour moi est un super un super combattant. On peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut. C'est un super boxeur. Ryan Garcia, quand il commence, il a, je crois, une dizaine de combats là. Il est connu en France, c'est le boxeur le plus connu. Et je crois tout le monde le connaît. Même des filles qui s'intéressent même pas à la boxe, ils savent c'est qui Ryan Garcia. Et pourtant, Ryan Garcia, il a même pas boxé sur beIN Sport ou sur Canal+. Ouais. Tu vois, on l'a vu que sur Instagram, le mec. Tu vois, donc c'est fou. Tu vois, mais à cette heure-ci, Ryan Garcia, il est millionnaire, il a des opportunités de combat de fou. Et au-delà de ça, c'est un bon boxeur. Tu vois, on peut le critiquer, tout ça, mais c'est un super boxeur. Il a tapé de bons boxeurs. Après, voilà, est-ce qu'il va battre Gervonta, on verra. Mais voilà, c'est un exemple, c'est l'exemple parfait pour moi. Et faut pas le copier, mais faut suivre ses pas parce que comme je t'ai dit, on vit dans ce monde-là
où les réseaux, l'image est super importante. Et voilà, après, bien sûr, faut être bon sur le ring, tu vois. Et moi, sans prétention ou sans... Si j'avais pas été bon sur le ring, si j'avais pas confiance en moi, je l'aurais pas fait ça, tu vois. Je sais ce que je vaux, donc c'est pour ça que je me permets aussi de faire ce côté-là, ce côté un peu chaud et image, parce que je sais ce que je vaux, encore une fois, je sais d'où je viens, donc, et les critiques, je les laisse sur le côté, tu vois. Est-ce qu'à un moment, tu as eu ce déclic-là, justement, des réseaux sociaux ou pas? Parce que, enfin, si on regarde, je crois, en termes de following, je sais pas, t'es peut-être le deuxième, juste derrière Tony Oka en France, je crois. C'est venu d'un seul coup ou c'était naturellement? Ouais, naturel. Franchement, quand j'ai mis Instagram, je commençais à faire des vidéos, des photos, tout ça. Et je dis souvent ça, mais si j'avais été un rappeur, bah, je ferais des freestyles dans ma voiture, dans mon quartier, je me filmerais, tu vois. En fait, c'est facile, tu vois. On a un téléphone, on a un outil qui est Internet. Je dis c'est facile, après bien sûr c'est dur pour certains de prendre des followers mais voilà, moi je faisais juste que partager mon quotidien, tu vois, mes entraînements. Bien sûr après des fois je mettais un peu en scène ou quoi, mais c'était au feeling, j'envoyais. Des fois on me disait non, mais tu sais, quand je commençais à prendre des followers à 20 000 30 000 abonnés, on me disait ouais, tu devrais plus poster à cette heure-ci ou quoi. Je dis mais qu'est-ce que tu me racontes, je poste des vidéos à 3h du matin des fois, elle a fait tu vois. Et moi je m'en foutais en fait, tu vois, c'était vraiment en mode sans calculer, je mettais, voilà, c'est un peu comme un comment on appelle ça, intuitif ou non? Non, un carnet Ah oui, oui, ouais, bah, enfin, le truc des enfants là. Oui, journal intime. Voilà, un journal voilà. intime, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ça, tu vois, tu partages et voilà, après maintenant c'est devenu un CV, tu vois. Ouais, les gens ils regardent Instagram, les hommes politiques ils font leur annonce sur Twitter ou sur Instagram. C'est fou quand même, tu vois. Et j'ai vu une vidéo de Mélenchon là récemment qui dit ça, il dit je fais des débats à la télé, je prépare des semaines et des semaines, on fait 300 000 spectateurs. J'ai serré la main à un chien sur TikTok, j'ai fait 5 millions de vues, tu vois. Et il était choqué. Mais c'est vrai qu'Internet, c'est devenu trop fort, tu vois. Ouais, non, c'est planétaire. Et c'est vrai que ça t'a ouvert beaucoup de portes. Ouais. Et aujourd'hui, pour toi, est-ce que ça a aussi eu des côtés négatifs dans ta vie, ça? Ouais, quand même, hein, parce que ça empiète des fois sur la vie privée, tu vois, ça, sur la famille. Et ce qui touche le plus, c'est pas moi, tu vois. Moi, je m'en fous des critiques. Ah oui, quand tes proches, ils lisent. Ouais, voilà. Ce qui touche, c'est la famille. C'est-à-dire que la famille, quand ils reçoivent des messages ou quoi, là, ça les touche parce que, bah, on parle de moi, tu vois. Donc, ça empiète sur ce côté-là. Moi, comme je t'ai dit, on peut me critiquer. Je m'en fous complètement, tu vois. Mais la famille, des fois, c'est dur. Les proches, les potes. Donc, quand ils voient des trucs ou quand les gens critiquent, lancent des critiques sur moi à côté d'eux, bah, tout de suite, ils réagissent, tu vois. Moi, c'est rien. Ouais. T'as jamais donné rendez-vous à un hater qui non, avait dit non. ouais, Non, parce je que te prends en sparring quand tu veux. Non, parce que si tu rentres dans ça, du coup, bah, tu vas jamais t'arrêter. Parce qu'il y en a tellement. Non, mais je dis ça, c'était. Je sais pas si tu te souviens de Deontay Wilder qui avait fait ça. Il y a un mec qui faisait que de lui envoyer des messages. Et Wilder il a fait bah vas-y, viens dans mon team, il l'a mis KO et tout. Et il l'a mis KO, ouais. Bah, tu vois, j'en ai reçu plein des messages. Hein. Tu vois, après, des fois, tu sais même pas qui te parle. Tu sais même pas si c'est un enfant de 10 ans ou un papy, tu vois. Donc c'est plus eux qui font de la peine en vrai, tu vois, c'est dommage. Ouais non c'est clair, c'est triste. Et bah maintenant on va passer sur le côté un peu boxe en France, la situation. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai l'impression qu'on était sur un renouveau porté par Tony Oka. Toi aussi t'étais là, il y a Souleymane Sissoko qui est là aussi. Et je veux pas dire que la défaite de Tony a un petit peu tout arrêté, mais ça a quand même mis un stop. Parce que même ton combat, je sais pas si t'as vécu ça, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de traction. Ouais, je suis d'accord. Donc le dernier, contre David Papo. Ouais. Je suis d'accord, boxe en France très compliqué, beaucoup moins d'organisation, c'est ça c'est ce qu'il faut, il faut qu'il y ait plus d'organisation. Tony, c'est la vitrine de la boxe anglaise, tu vois. Et ce qui est dommage, c'est que les boxeurs, les premiers, on a besoin de Tony, et les boxeurs, ils ont critiqué Tony. Tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont un peu tiré vers le bas. Alors qu'au contraire, faut le mettre en avant et c'est lui qui nous représente, tu vois. Mais tu penses que c'est aussi un côté choc des cultures entre guillemets? Parce que ce que les gens reprochent à Tony, c'est un peu ce qu'ils te reprochent toi. C'est le gars est connu, le gars a compris qu'il fallait communiquer, qu'il fallait aussi, si tu vas boxer et que tu dis je vais faire du mieux que je peux, j'espère gagner, personne va te suivre. Alors que si tu dis j'ai envie d'être champion du monde et de taper Wilder,
Bien voilà. sûr, ouais, exactement. Je pense qu'en fait, ce qui s'est passé avec Tony, c'est que ils ont loupé le coche sur les 2-3 premiers combats. Ils ont pris des adversaires, c'est normal, hein. Et même moi, je le fais. On prend des adversaires moins bons qu'on va gagner, mais t'es pas main event. Voilà, t'es pas une main event, c'est ça. Les gens attendaient Tony, donc et ils arrivaient, ils voyaient que Tony boxait un gars qui avait pas le niveau de Tony, parce que Tony, il était déjà très loin. Mais c'est normal, il se faisait la main, il passait professionnel, c'est un autre monde. Donc je pense que on a loupé le coche à ce niveau-là. Maintenant, il y a du monde, hein. Tu vois, comme tu as dit, tu as Souleymane Sissoko, Christian Mbili. Mais ça clique pas pareil. Mais ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que. Ouais, c'est. Bah, comment tu l'expliques? Parce que pour le coup, tu vois, Souleymane, que j'apprécie énormément, bah, à la différence, par exemple, de Christian, lui, il a déjà tout l'emballage. Genre, il est sponsorisé Under Armour, il a la Team US, il y a Joshua qui est là pour le management. Ouais. Toutes les cases sont cochées. Je suis d'accord. En plus, c'est sympathique. Franchement, tu veux que je te dise, moi, ce que je pense, c'est que la boxe anglaise, on est trop fermé. On monte pas assez les coulisses de la boxe anglaise, tu vois. Alors que, on va prendre l'exemple du MMA, parce que c'est le MMA qui nous passe devant. Le MMA, tu vois les mecs à l'entraînement, tu les vois comment ils souffrent, même si, voilà, avec Instagram, on partage aussi nos entraînements et tout, mais tu peux voir un sparring de Saladin contre Ramzan, tu vois ce que je veux dire? Tout de suite, les gens, ils sont dedans, waouh, top et tout, tu vois. Saladin contre Morgan Charrière, tu vois. Donc, tout de suite, ça te met dedans, Cyril Gane avec Nassourdine. Donc, je pense que c'est surtout ça, tu vois. Le MMA, ils ont ouvert les portes. Tu vois, la boxe, on est trop fermé. Il y a deux générations qui s'affrontent aussi. C'est vrai que comme le MMA, mine de rien, l'UFC a été créé en 93, donc ça a que 30 ans. Je pense que les gens ont aujourd'hui, on grandit avec les réseaux sociaux. Alors qu'en boxe anglaise, tu vas être non, faut pas exactement. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Le MMA, c'est un sport jeune, donc c'est pour ça que c'est nouveau, tu vois, donc c'est cool. Et la boxe anglaise, par exemple, un sparring, tu vas jamais voir un sparring de Anthony Joshua, par exemple, en préparation, tu vois. Et c'est pas normal, tu vois. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'en fout que tu prennes des roustes en sparring. On s'en fout. Tu vois, le plus important, c'est d'être bon. Ça ajoute à l'histoire en plus. Mais bien sûr, exactement. Le plus important, c'est d'être bon sur le ring. Mais ça, c'est impossible, tu vois, qu'on va voir un boxeur mettre un sparring de lui, tu vois. Impossible. Moi, je comprends pas ça, tu vois. Je suis de cette culture-là où, vas-y, montre, tranquille. T'as confiance en toi, non? Tu vois. Après, bien sûr, tu vas pas montrer les aspects tactiques que tu vas mettre en place ou quoi. Mais montre le fait que, voilà, des fois, c'est dur, tu vois. Tu prends des coups par des mecs qui sont peut-être moins bien classés que toi ou quoi, mais ils en veulent, tu vois. Et après, comme je l'ai dit, tu peux être bon à l'entraînement, mais sur le ring, le jour du combat, c'est autre chose. T'as des mecs qui sont super forts en sparring, mais en combat, il n'y a plus personne, tu vois. Et t'as des mecs, des fois, en sparring, c'est dur. Moi, on le sait parce que ça parle beaucoup en anglaise, mais ils disent que Mayweather, il prenait des roustes en sparring, tu vois. Et en combat, regarde, il a 0 défaite, le gars, tu vois. Zab Judah, est-ce qu'il paraît, il a tué Mayweather en sparring, tu vois. Et pourtant, il a perdu contre Mayweather en combat. Donc voilà, je pense que c'est ça. Le MMA, ils ouvrent les portes et la boxe anglaise, on est trop fermé. J'essaye d'ouvrir un max, moi, mais bon, c'est dur. Et tu penses que c'est possible de changer? Parce que, mine de rien, en boxe anglaise, ce qui vous reste, et à mon avis, ça ne bougera pas, il y a l'histoire. Deux choses, alors, du coup. L'histoire en un, et puis, mine de rien, quand tu atteins les sommets en boxe anglaise, c'est des sommets que le MMA peut jamais atteindre parce que, en termes d'audience, en termes de salaire. Je suis d'accord, Je suis d'accord, exactement. Je vais prendre le côté histoire parce que pour moi il est trop important. C'est que, tu vois, en France, on n'a pas cette culture-là de boxe, mais tous les Français connaissent la boxe anglaise. Ils savent, ils ont tous regardé Rocky. Quand ils voient des pubs, des fois, ça n'a rien à voir avec la boxe et pourtant ils vont vendre leur parfum en mettant en scène la boxe anglaise, tu vois. Et je pense que, voilà, il suffit d'un truc pour raviver la flamme, tu vois. Donc faut continuer. Est-ce que ça va se réveiller? Je sais pas. Tu vois, j'étais optimiste. Je suis un peu pessimiste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, avec l'essor aussi du MMA. Voilà, moi j'essaye à mon humble échelle, à mon humble niveau, de faire avancer les choses, mais c'est dur. Ouais, non, mais on verra. Déjà, faut que tout le monde s'affronte, qu'il y ait des gros combats. Et puis il y avait une petite reprise l'année où il y a eu Goulamirian qui était à Bercy. Je sais plus, c'était 2019. Oui, exactement. Voilà. Ouais, là c'était pas mal. C'était une très bonne année parce que là, tout le monde s'est dit bon, allez, exactement. Mais c'est vrai que c'est un petit monde aussi, donc compliqué, je pense. C'est ça. Là, peut-être que Yoka Takam, ça va faire. Tu vois, ça va faire quelque chose, tu vois, c'est cool, tu vois. Là pour le coup, il affronte du lourd, tu vois. Mais faut qu'il gagne. Ça va être chaud. Ça va être dur, Takam, toi, c'est quoi ton prono pour ce combat-là?
Bah, je pense que Yoka va gagner. Hein. Ok. Ouais, je pense que Yoka va gagner. Encore une fois, Yoka, moi je le dis, hein, c'est un super boxeur. Hein. Ouais. Après, je pense que Bacolé, c'est une erreur d'avoir pris Bacolé parce que Bacolé est très très dur. Ouais. Bah, mine Tu de rien, vois. il a pris beaucoup de mecs durs. Ouais, il a Tony, pris beaucoup de mecs des gens durs, que les ouais, gens ouais. connaissaient pas. du Ouais, grand exactement. public, Le mais- Belge là, il était dur Oui. aussi là. Ouais. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Donc, je pense qu'il va gagner. Je pense qu'il va gagner, mais ça va être dur parce que Takam, c'est solide, tu vois, c'est mobile et tout. J'espère pour lui en tout cas qu'il gagne. Ok. tu Mais vois. et pour moi, ça peut être une bonne. Enfin, la défaite qu'il y a eu contre Bakoé, ça peut être quelque chose de bien parce que Ouais. justement, combat contre Takam, on aurait peut-être dû attendre aller 2-3 ans. C'est ça. Là, au c'est moins, ça. t'es en mode bon. Je suis obligé. Il faut que j'accélère, sinon tout le monde va me pas. Parce que quand on a mis un Joe Bah Joyce, oui, bien qui sûr. était finaliste contre lui, là, il est à un combat du combat pour le du titre. combat pour le titre, exactement. Donc, C'est ça, ouais. Faut. Voilà, après, t'as des défaites qui t'apprennent hein, et qui te permettent après, voilà, de plus perdre de temps et d'accepter des gros combats, tu vois. Est-ce qu'en boxe anglaise aussi, t'apprécies. Enfin, moi, je pense pour les. Enfin, en tant que fan, c'est peut-être un truc que j'aime moins bien, mais en tant qu'athlète boxeur, ça va être appréciable. J'ai l'impression qu'en boxe anglaise, quand t'as atteint un certain statut, peu importe ce qui se passe, tu restes là, tu vois. Ouais. Ouais. Tu parles des grands champions, même s'ils perdent ou quoi? Des grands champions, ou même, tu vois, quand il y a eu Soro Vitu, c'était Ouais. un petit peu tardif pour Vitu, Ouais. mais il a eu ce combat parce que bah, t'as gagné ce droit, Oui, c'est finalement, vrai. d'obtenir ces T'es fights-là. légitime. Exactement. Ouais, t'es légitime et t'es en position de force. Après, si. Même quand il y avait eu Yoka du Opa, tu vois. Ouais. Voilà. C'est vrai. Parce que ouais, tu restes une référence, Mhm. en fait. C'est ça. C'est ça qui est bien aussi dans la boxe, c'est que tu restes une référence. Donc, ouais, comme un Manny Pacquiao, par exemple, qui aujourd'hui a... si demain tu boxes Manny Pacquiao, c'est magnifique, tu vois. Même Mhm. s'il est âgé et que tu le bats même au point ou quoi, c'est top, tu vois. T'as boxé une référence. Donc, ouais, c'est vrai qu'en anglais, il y a ça. On a ça. Et toute dernière question, bon, ton frère, là, ça y est, il a signé au Management Factory, il va se lancer en MMA. Ouais. Allez, toi, ce serait bien. Ce serait bien que tu t'y mettes aussi. MMA, non, je préfère laisser ça à mon frère. Oh, Il aime trop la bagarre. Moi, je suis plus dans le noblard, donc on va rester là-dedans. Non, pour MMA, je kiffe. Hein. Comme je t'ai dit Ok. en off, c'est plus les Français qui m'ont fait kiffer le MMA. Hein. Je sors tous les noms des combattants français, mais c'est eux qui m'ont fait apprécier ce sport. Mais chacun reste dans sa pratique et dans son sport. Je pense que ce serait très très dur pour moi. Donc je préfère rester en anglaise, atteindre mes objectifs et après me reposer tranquille. Tu vois, on fait un sport dur, tu vois, c'est dangereux. Rien pourrait te faire aller en MMA. À Non, part, parce que si ça se passe bien pour ton frère, non, tu vas pas te dire. peut-être. On laisse peut-être la fenêtre ouverte, mais Ok. la porte ouverte, mais ouais, je souhaite tout le bonheur du monde à mon frère et j'espère qu'il ramènera que des victoires en MMA, tu vois, et qu'il ira très 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 loin. En tout cas, je pense qu'il va faire mal. Ouais. Bah, en même temps, il a des solides bases hein, Ouais. déjà. Et toi, c'est vrai que ce qui est assez dingue, c'est que mine de rien, t'as commencé assez tard la boxe pour être Ouais. au niveau là où t'es aujourd'hui, parce que ça a 18 ans, c'est ça que t'as commencé. C'est ça, ouais, même 20 ans même j'ai repris la boxe. J'ai commencé la boxe depuis tout petit en vrai, mais je faisais du foot. Moi, j'étais dans le foot. Je suis un footballeur de base. Moi, je suis même pas un boxeur. La Et, fraude, la fraude. La grosse fraude. À 16 ans, j'ai fait un combat amateur. J'ai gagné. Mais mon frère Rachid, il avait trop peur, donc il m'a dit t'arrêtes la boxe, tu vois. Il m'a dit t'arrêtes la boxe, t'en fais en loisir si tu veux ou quoi, tu mets les gants, mais tu fais plus de combat. J'ai arrêté, j'ai repris le foot, et après à 20 ans, 21 ans, là il y a eu l'amour de la boxe qui est revenu, et là j'étais grand, donc il pouvait plus me refuser la licence, mon frère. Donc là j'ai repris ma licence amateur, j'ai fait 5-6 combats amateurs, et là je suis passé très vite professionnel, tu vois. Et comme j'avais cette culture-là avec mes frères, je mettais les gants tout le temps et tout, j'avais ce côté-là un peu d'affrontement, tu vois. Je parle souvent de ça. Il y a ce côté technique, tactique, mais il y a ce côté inexplicable qui est l'affrontement. Quand tu te retrouves face à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et avec mes frères, on l'a parce que depuis tout petit, on se boxe, tu vois, à la maison, dans le salon ou quoi. Et ouais, j'ai commencé tard et voilà, après, c'est pour ça aussi que je laisse les gens critiquer, tu vois. Et je dis souvent à la fin, je vous expliquerai. Et ça fait partie de ça, moi. Et tu vas expliquer quoi du coup? Parce Bah. qu'on est toujours là-dessus. Ouais, on est toujours là-dessus. Ok, ouais, voilà. On est toujours là-dessus, bah, je l'expliquerai à la fin, tu vois. Mais ça fait partie un peu de ça, tu vois. Ok. Voilà, je te tease un peu, ça fait partie un peu de ça. C'est que moi, là-bas, je suis footballeur, tu vois, je suis pas Ouais. boxeur. Et pour boucler la boucle, bon, je sais que t'es un grand fan des Peaky Blinders. Ouais. Est-ce que t'as été déçu par la toute dernière saison? Alors, je vais te... Alors,
Je vais te dire un truc là, en exclusivité. Tu l'as pas regardé. Ouais. En exclusivité mondiale. Tu sais que j'ai jamais regardé Peaky Blinders. Mais même pas la saison 1, rien. Mais c'est quoi ça? Donc le gars il là, commence j'ai la les boxe à bretelles. 18 piges, mais voilà, il a même pas regardé Peaky Blinders. Aïe, 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 Non, aïe. mais alors attends, je t'explique. Alors vas-y, Voilà. vas-y. Moi, je kiffe le style à l'ancienne. Ok. D'accord. Ok. J'aime ça, bien sûr. Et je mettais les bérets bien avant Peaky Blinders. Ouais, D'accord. Non, ouais. Y je a te pas les jure. photos, y a pas les photos. Je t'appelle toute ma famille si tu veux. Et je kiffe ça. Après, il y a eu Peaky Blinders qui est arrivé. Ouais. Donc après, les gens, ils m'ont associé à ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu un combat où on est venu à la pesée, tous habillés en Peaky Ouais. Blinders. Donc j'ai surfé sur le buzz. Mais j'ai jamais regardé un... Et mes potes, ils m'en veulent. Hein. Tu vois, non, ils me mais disent ils ont- un escroc et tout. Ils ont bien raison. Je vais regarder Alors, la rien que pour toi. Voilà, merci. Les 4 premières saisons, après ça Après part, la fin, ça- c'est... c'est pas terrible. Bah, Tu sais, c'est t'as toujours toujours comme sa ça, les- saison de trop, tu vois. Ouais, c'est toujours comme ça, les séries, de toute façon. Ouais, ça, comme les boxeurs, il y a C'est toujours le vrai. combat de trop. Exactement, Voilà. le combat de trop. À faire attention. Voilà, ne pas faire ça. Bon, bah, merci beaucoup, Merci Bilal. beaucoup. Et puis à Merci. la prochaine. Un Voilà. plaisir.